OK, donc on a parlé des stabilisations par les interventions gouvernementales, hausse de dépenses gouvernementales, baisse de taxes, etc. Maintenant, il y a aussi évidemment la Banque centrale. Donc la Banque centrale a deux grands objectifs en général, quoique il y en a beaucoup qui en ont juste un objectif officiel, mais on va dire que souvent deux objectifs vraiment, okay, donc c'est-à-dire dans la conduite de leur politique, c'est un peu ça qui arrive quand on regarde concrètement, là. Le premier, c'est l'inflation basse et stable. Okay, donc, la plupart des banques centrales, un peu partout, là, cherchent à avoir une inflation basse et stable. Il y a beaucoup de bénéfices à ça. Donc, que ce soit une cible de 1, 2, 3 bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on utilise des cibles d'inflation qui sont relativement proches de zéro, mais pas sur zéro. Il y a aussi des raisons pour ça. Mais quand même basse et stable. Donc, on ne veut pas que l'inflation se promène 0, 15 moins 3, etc. Donc, on veut que l'inflation demeure stable à l'intérieur d'une bande relativement mince. Donc, dans les pays industrialisés, la plupart des pays industrialisés, ça se promène entre 1 et 3 1 à 3 l'inflation. Et la plupart prennent une cible entre les deux, là, de grosso modo 2 Et bien que ce n'est pas toujours officiel pour la plupart des banques centrales, mais finalement, il y a de la stabilisation macroéconomique. On veut avoir le PIB autour du potentiel, des marchés financiers stables, soutenir les marchés en cas de crash, fournir des liquidités. Tout ça, finalement, ça revient un peu à ça et ça ensemble. Donc, il y a de la stabilisation macroéconomique. OK? Donc, ça, c'est les deux grands objectifs des banques centrales. Et le cadre opérationnel des banques centrales, la plupart utilisent trois taux d'intérêt. Donc, le taux d'escompte, bon, ce n'est pas toujours appelé ce nom-là, le bank rate. Le taux d'escompte, qui est le taux auquel les grandes institutions financières peuvent emprunter à la Banque centrale. Le taux directeur, qui est une cible pour le taux interbancaire effectif, c'est-à-dire le taux auquel les banques commerciales et les grandes institutions financières se prêtent entre elles. Okay? Donc ça, c'est le taux directeur. Et on va l'appeler le taux créditeur ou le taux sur les dépôts. Bon, ce n'est pas toutes les banques centrales qui donnent ça, mais bref, on va dire que ça ressemble un peu à cette structure-là pas mal tout le temps. Donc, les grandes institutions financières peuvent emprunter à ce taux-là. Les banques se prêtent entre elles des montants importants à ce taux-là. Et le taux créditeur, c'est le taux de rémunération des dépôts des grandes banques à la Banque centrale. Toutes les banques ont un compte de banque, si on veut, à la Banque centrale. Et lorsqu'elles déposent, elles obtiennent un rendement qui est très faible, hein, qui est celui-là. Donc, généralement, ces taux-là sont dans cet ordre-là. C'est-à-dire, lui est le plus haut, lui est dans le milieu, lui est le plus bas. Et lui, il influence fortement le taux du financement à un jour, c'est-à-dire le taux effectif concrètement auquel les banques se prêtent entre elles des sommes importantes à court terme. OK? Donc, ça, c'est couvert dans les cours de monnaie et banque, le taux interbancaire, tout ça, puis les paiements, les règlements de paiement interbancaires, les réserves, tout ça. Et bien, peu importe. Donc, et ces trois taux-là, bon, on va dire, là, disons que ce taux-là, il est de 1 qui est le taux directeur. Donc, lui, c'est celui dont on parle dans les nouvelles. Okay? Donc, le Fed Funds Rate aux États-Unis, le taux directeur au Canada, etc. Bon. Et le taux créditeur sera généralement 0,25 points de pourcentage inférieur. La distance peut varier théoriquement, mais généralement, il garde pas mal comme ça. Et 1,25 pour lui ici. Okay? Donc, c'est-à-dire que les grandes banques peuvent emprunter à la Banque centrale à 1,25 si c'est ça. Et tout ça bouge ensemble. Tout ça bouge ensemble, généralement. Là. Donc, la Banque centrale va bouger tous ces taux-là ensemble. Donc, si elle baisse son taux directeur, elle va l'annoncer dans les nouvelles, tout ça, et elle va baisser les deux autres, généralement dans la même proportion. Donc, tout ça va baisser ensemble. Et encore une fois, généralement, donc, là, il y a des détails importants, mais en gros, ces trois taux-là influencent tous les taux, surtout à court terme du marché monétaire, dans la même direction. Donc, si ces trois taux-là baissent, comme ça, bien, tous les autres taux suivent et ça aide aux entreprises à se financer à court terme pour emprunter, tout ça. Et lorsque ces trois taux-là augmentent, les autres taux ont tendance à augmenter aussi, même les taux longs, mais ça, c'est une longue histoire. Donc, mais surtout les taux de court terme, donc ils vont suivre dans la même direction. Donc, et ça va augmenter comme ça.
Le taux effectif, où les banques se prêtent entre elles véritablement, parfois il peut dépasser ici. Okay, dépasser ici, c'est-à-dire les banques se prêtent entre elles à un taux de 1,25 un taux supérieur, pardon, à 1,25 mettons 2, on va dire, et donc là, les banques, ben, ils vont dire, je préfère emprunter à la Banque centrale à 1,25, n'est-ce pas? Parce que les autres banques me chargent 2 pour me prêter quelque chose, donc je préfère emprunter là. Et donc, ça va mettre des pressions à la baisse. La Banque centrale va faire des prêts d'urgence à ce taux-là, et ça va mettre des pressions à la baisse sur le taux effectif, ici. Et c'est rare que ça arrive dans l'autre direction, mais ça peut. Le taux du financement à jour effectif vraiment qui arrive là, peut baisser en bas du taux créditeur. Et donc là, bien, les banques, au lieu de prêter à une autre banque à un taux du financement à jour très bas, n'est-ce pas, donc genre 0, mettons, on va dire, bien, ils préfèrent juste déposer à la Banque centrale à 1,25 et donc ça va raréfier les fonds interbancaires et ça va mettre de la pression à la hausse sur le taux du financement à jour effectif. C'est pour ça que le taux effectif, donc celui qui est vraiment concrètement en train d'être pratiqué par les banques, là, de prêts interbancaires, de taux interbancaires, il va osciller entre les deux taux ici. Okay? Donc, ça va se promener un petit peu comme ça et ça va presque tout le temps être très, très proche du chiffre qui est le taux directeur ou le Fed Funds Rate aux États-Unis. Okay? Ça, c'est le cadre opérationnel de la Banque centrale. Et donc, une banque centrale qui veut relancer l'activité économique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser son taux. Donc, pour une relance, une politique monétaire expansionniste, pour relancer l'activité économique, okay? Une politique monétaire expansionniste, c'est une baisse de taux d'intérêt. Donc, elle va baisser ces taux-là, n'est-ce pas? Et elle va augmenter son rythme de création monétaire. Donc, elle va acheter des actifs financiers et en ce faisant, elle va sur l'ordinateur, elle fait plus 1000 milliards, elle a 1000 milliards de dollars, elle achète 1000 milliards d'obligations, par exemple. Et donc, ces obligations-là sont achetées par la Banque centrale, il y en a moins en circulation, les prix augmentent, les rendements baissent. Et de la même façon, il y a plus de liquidités en circulation dans les marchés financiers. Okay? Donc, ça, c'est la hausse de MS, donc Money Supply. Donc, ça, c'est une politique monétaire expansionniste, baisse de taux d'intérêt, hausse d'offres de monnaie, et inversement, une politique monétaire restrictive pour freiner un peu l'activité économique, c'est-à-dire l'inflation, la plupart du temps, pour freiner l'inflation, hausse de taux d'intérêt et baisse d'offres de monnaie. Okay? Et donc, ça, c'est les interventions de banque centrale. Et les interventions de banque centrale vont influencer la demande agrégée, n'est-ce pas? Par exemple, une politique monétaire expansionniste augmente la demande agrégée. Okay? Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt plus bas, tout ça, ça augmente C, ça augmente I. Bon, ça dépend des modèles, mais en tout cas, certainement, ça augmente I et ça déprécie la monnaie parce qu'il y a plus de monnaie en circulation. Donc, ça déprécie la devise, donc plus de XN. Et donc, ça augmente la demande agrégée. Et la même logique, évidemment, dans l'autre direction lorsqu'il y a un resserrement monétaire. Okay? C'est sûr que parfois, la Banque centrale essaie de relancer l'activité économique et ça ne décolle pas parce que personne ne veut investir en crash, dans un temps de crash. Personne ne veut consommer plus. Tout le monde épargne et panique. Et ça se peut que les autres marchés sont en train de crasher aussi, en train de planter. Et donc, on a de la difficulté aussi à exporter. Donc là, évidemment, ça peut devenir difficile. Mais en gros, ça revient à ça, l'idée de la politique monétaire. Okay?